Tout simplement parce que Benoît, au talk précédent, il y a un petit collègue qui est venu nous parler de iBeacons. Et donc c'est une première application de BLE, on va essayer d'aller un peu au-delà ce soir. Donc, imaginons que vous êtes intéressé par le Bluetooth Low Energy et vous voulez découvrir le concept, vous allez à la FNAC et vous cherchez Bluetooth Low Energy ou Bluetooth pour les nuls. Bon, bah, ça n'existe pas. Il y a quelques bouquins qui existent, il y a celui-là par exemple, faire des applications avec iBeacon. Mais il manque encore le truc qui va au-delà de l'iBeacon, c'est un livre à écrire, donc on va l'écrire ensemble. Une beacon ou une balise, c'est quoi? C'est un phare dans la nuit. C'est cette espèce d'objet. Il a tendance à émettre de la lumière selon un rythme régulier, et les navigateurs connaissent le rythme et donc ils savent où ils sont. C'est ça qu'on vous a présenté il y a 2 mois, avec simplement l'idée qu'on a remplacé la lumière par une suite de données binaires, et on associe les données binaires à une base de données qui nous dit où est-ce qu'on est. Géolocalisation, tout ce qu'on advertising sur les produits quand on est à proximité, tout ça c'est le concept de balise. Mais moi ce soir je vais vous amener une petite fable des temps modernes, qui est l'histoire du petit pot de crème qui voulait communiquer avec le monde entier. Alors il ne va pas communiquer avec le monde entier directement en passant par Provisio, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, et puis on lui a dit que c'était des petits messages une fois toutes les heures. Donc lui, il est un peu plus dans l'idée de dire qui il est déjà. Un petit pot de crème, on l'a acheté dans un magasin, et on a besoin on a envie de savoir en tout cas ce qu'il y a dans le ventre. Évidemment, comme c'est du consommable, de l'alimentaire, il y a tout un aspect traçabilité. Où est-ce qu'il a été fabriqué, quand, quel numéro de lot, quelle est sa date limite de consommation ou sa date limite d'utilisation optimale. Et puis, bon, il y a un opercule dessus. Et si vous l'ouvrez et vous le laissez dehors, bah, il est moins bien que si vous l'avez laissé fermé. Donc on a peut-être dedans un capteur d'ouverture qui va nous permettre d'enregistrer la date d'ouverture. Tout ça, ça fait pas mal de données intéressantes. Évidemment, pour qu'il puisse nous dire à quelle date ou à quelle heure il a été ouvert, il faut qu'il ait une horloge. Donc il est déjà un peu plus cher qu'un objet de base. Donc on a une date dedans, une date heure dedans, et puis on a une pile certainement, et ça peut être intéressant d'avoir l'état de la pile. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, on peut lui poser la question directement, plutôt que de lire toutes ces données et de réfléchir, alors là, quel jour on est, quand est-ce qu'il a été ouvert, tout ça, est-ce qu'il est consommable ou pas. On peut déjà lui dire, bah, tu me fais un petit calcul intelligent, et puis tu me dis si tu es consommable ou pas. Et éventuellement, comme on est complètement parano dans le monde d'aujourd'hui, on peut essayer d'ajouter dedans une fonctionnalité qu'on appellera l'anti-contrefaçon, savoir s'il est authentique. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce chapitre-là, mais je reviendrai en janvier ou un peu plus tard dans l'année 2017 si ça vous intéresse. Pour le moment, on va constater que ce petit pot de crème, c'est devenu un objet. Un objet au sens informatique, un objet avec des attributs, des variables, des propriétés, tout ce que vous pouvez connaître si vous faites du développement objet, avec des méthodes pour faire une authentification, savoir comment il est. Donc c'est assez logique de se dire que notre objet, il va pouvoir communiquer, on va faire un brainstorming, on va jeter un certain nombre de post-it, et puis on a le post-it jaune là, qui émerge et qui nous dit « j'ai trouvé la solution, je viens du monde du développement objet sur ordinateur, et donc la solution c'est génial, je vais mettre une puce Wi-Fi dans mon petit pot de crème, je vais mettre un serveur, je sais pas, une JS ou un truc comme ça, et je vais mettre des API, et à partir de là, je vais pouvoir interroger mon pot de crème avec un beau serveur de préférence sécurisé, et il me donnera toutes ces infos. » Bon, ça risque de pas marcher. Ça risque de pas marcher parce qu'on a oublié, en faisant ce petit pot de crème, qu'on faisait d'abord de la communication radio. Pour faire de l'objet communicant, je ne dis pas encore objet connecté, mais pour faire de l'objet communicant, il faut se poser la question, quelle vitesse je voudrais, quelle portée je voudrais, et de quelle énergie je dispose. En bas, c'est ce qu'on peut se permettre de mettre dans un petit pot de crème. On a une petite pile, éventuellement une petite manivelle, on a l'utilisateur de remonter la manivelle une fois de temps en temps, et en haut c'est les trucs bien. Donc là vous avez choisi le truc bien, Wi-Fi, en disant bah, il y aura en plus un EJS, ça sera génial, donc ça coûte assez cher en énergie, mais ça va relativement vite. Après on peut placer les réseaux grande distance, le LoRa dont on a parlé, mais c'est juste pour... Il n'y a pas de chiffre, hein, c'est sans échelle, c'est juste pour le relativement. Et puis on trouve des solutions un peu industrielles, le Zigbee, celui d'aujourd'hui, dans les 2 Go 4, et le Bluetooth.
Le Bluetooth, c'est une vieille techno, ça a été inventé des décennies, enfin une décennie et demie. C'est dans du 2 Go 4 aussi. Ça consomme pas mal, mais ça va relativement vite. Et puis tout en bas, il y a là où moi, en tant que responsable des R&D chez Springcard, je suis un peu plus focalisé, c'est NFC et RFID, donc des applications où on n'a carrément pas d'énergie, pas de source d'énergie dans l'objet. L'objet est téléalimenté, de préférence. Et là, il y a un gros trou, il y a une grosse zone. Et les ingénieurs de Nokia ont décidé de combler la zone en inventant un concept qui est Bluetooth 4 version Smart, donc dit Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy, ça remplit un trou sur la matrice, et surtout c'est sympathique pour les gens qui veulent faire de l'objet et les mettre à disposition des autres, parce que les autres ont déjà des smartphones dans leur poche, et les smartphones d'aujourd'hui, depuis Android 4.3 ou non, connaissent le Bluetooth Low Energy. C'est relativement simple à mettre en œuvre une fois qu'on a vu cette présentation, et puis le coût est raisonnable. Enfin, raisonnable, après, tout est une question de où est-ce que vous avez, quelle est la taille de votre portefeuille, mais en tout cas, ça se maîtrise. Alors, notre petit pot de crème, on va le transformer en petit pot de crème Bluetooth Smart, dit BLE. Et on va commencer à apprendre à utiliser BLE. Alors, BLE, chacune de ces variable ou méthode est appelée une caractéristique. En anglais, caractéristique. Et c'est regroupé par service. Alors là, j'ai un service numéro 1 qui correspond à la fonction qu'on y ajoute. Et là, j'ai un service numéro 2 qui correspond à une fonction générique. J'ai une pile, j'ai une batterie. Ces services sont regroupés après par profil. Alors il y a toute une notion de réutilisation de profils existants, de listes de services existants, de caractéristiques communes, afin de simplifier le développement. Si vous dites mon produit a une variable qui s'appelle le niveau de pile, vous n'allez pas dire moi je prends un entier signé et puis mon voisin il va prendre une valeur en pourcentage. Vous avez le standard Bluetooth qui vous dit le niveau de pile ça doit être un pourcentage exprimé de telle manière, reconnaissable avec telle façon d'identifier la variable. Donc ça nous permet ensuite en tant que développeur de reconnaître un certain nombre de services communs, que vous ayez un petit pot de crème ou un capteur d'activité, un bracelet d'activité, une montre connectée, vous retrouverez un certain nombre de données communes avec un vocabulaire commun pour les traiter. Au-dessus, la partie, le nom du produit, c'est ce qu'on appelle le profil d'accès générique ou GAP, et la partie basse, la partie qui permet de définir toutes les variables, est appelée GAT dans le vocabulaire de Bluetooth Low Energy. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir comment on va pouvoir commencer à développer et utiliser cet objet. Donc notre objet, d'abord, il commence sa vie, on le met en route, en étant une balise. Bah oui, il faut bien qu'il dise qu'il est là. On ne sait pas où il est, mais en tout cas, il est à proximité et il crie comme un phare, comme dit tout à l'heure. C'est cette étape-là qu'on appelle l'advertising, la phase où on s'annonce aux partenaires potentiels sur la bande de fréquence du 2 Go 4. Dedans, on met notre nom, notre adresse Bluetooth, et puis des flags pour dire on fait du Bluetooth Low Energy avec telle caractéristique, on veut de la sécurité ou pas. Et au milieu, là, j'ai mis un truc qui s'appelle l'UUID du profil. Alors les gens qui font de l'informatique avec des données très volumineuses ont peut-être déjà croisé le concept du UID, notamment dans la base de registre de Windows. C'est des nombres pseudo-aléatoires qui sont générés sur votre ordinateur pour identifier de manière unique quelque chose que vous avez fait. C'est des gonomes sur 16 octets, je crois, qui vont être tous différents. Donc le service batterie, le service date de limite de l'utilisation, tout ça va avoir des numéros différents et votre profil va avoir un numéro. Et c'est grâce à ça que, en tant que développeur sur smartphone, vous allez pouvoir dire je m'intéresse à tous les pots de crème. Je veux tous les produits qui ont tel UID. Et donc ça vous permet de retrouver votre pot de crème. Donc en face, vous mettez un smartphone, je me pousse pour vous le donner tous. Le smartphone est en mode écoute, donc il scanne, et il voit le truc, il voit la trappe d'advertising, et il dit je vais essayer de me connecter sur le pot de crème. Donc il envoie une demande de connexion, logiquement le pot de crème est d'accord, il répond OK, et puis là on va pouvoir interroger le pot de crème, on va lui demander de nous donner la liste de ses services. Donc la liste de ses services c'est l'exploration du GAT.
Et vous pouvez avoir mis dans le pot de crème des métadonnées, des informations de description qui, d'un point de vue textuel, vont même pouvoir donner à un développeur qui ne vous connaît pas la documentation de votre produit. Le GATT peut inclure une partie de documentation pour dire quel service, à quoi il sert. Et après, dans les caractéristiques, vous retrouverez aussi des descriptions de caractéristiques. Et en connaissant l'UID, vous saurez, bah, ça c'est une batterie, ça c'est une température, ça c'est un capteur de position GPS. Tout ça, c'est publiquement disponible à partir du moment où le pot de crème est d'accord pour qu'on se connecte sur lui. Alors, il y a un petit point de détail qui, Mathieu qui est là vous dira que c'est galère, c'est que le smartphone, il ne va pas faire cette interrogation-là à chaque fois. Parce que ça prend du temps et ça coûte de l'énergie. Donc, il va mettre les données en cache. Ce qui fait que si votre produit change de profil, parce que vous êtes en phase de développement ou si vous avez un produit qui est polymorphe, et bien le smartphone ne verra pas forcément que le produit a changé. Donc ça, c'est une petite galère à régler quand on développe là-dessus. Donc après, vous pouvez lire des données, ça s'appelle command read. Vous pouvez écrire des données, ça s'appelle la command write, il y a un acquittement. Et puis, si vous voulez économiser l'énergie ou si votre donnée n'est pas forcément très importante, du genre une température que vous broadcastez toutes les 30 secondes, ou des informations qui sont répétitives, ou qui peuvent être répétées par l'utilisateur, du genre appuyer sur l'interrupteur, si ça ne marche pas, il réappuie. À ce moment-là, vous pouvez envoyer sans acquittement, ça permet d'économiser l'énergie de votre côté en n'ayant rien à envoyer, en étant juste en mode écoute à partir de ce moment. Et puis après, il y a le pot de crème, vous pouvez vous abonner pour avoir des notifications quand il y arrive quelque chose. Quand il y arrive quelque chose, il va vous faire un push. Donc vous dites, je voudrais m'enregistrer, préviens-moi si telle caractéristique change. Ensuite, on attend. Et puis, quelques temps plus tard, il va nous envoyer un message en disant la caractéristique a changé. Et là, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on va pouvoir la lire. Donc ça évite de l'interroger en permanence, ce qui permet d'optimiser la consommation des deux partenaires. Gardez présent à l'esprit que c'est du Bluetooth low energy, donc faible débit, faible distance, mais ça, la distance, ça reste quand même de l'ordre de la dizaine de mètres, mais faible débit, et c'est conçu pour faire en sorte que les composants radio soient actifs le moins longtemps possible. Donc les trames sont très courtes, ce qui fait qu'on a seulement 20 octets de données utiles. Du coup, même si le débit théorique est 100 kbps par seconde, on pourrait se dire bon, c'est une bonne liaison série, mais on a aussi le droit de communiquer seulement à intervalles réguliers, et donc 30 millisecondes de latence avant chaque message. Donc au mieux, on va sortir 600 octets par seconde en débit. Donc on ne fait pas du streaming avec ça, on ne fait pas de la vidéo, on ne fait pas de la musique. On va juste monitorer des données ou interroger le pot de crème et puis l'oublier ensuite au bout de 2 secondes. Alors il y a un point intéressant qui a été prévu dans la spec, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'appairage et puis ensuite du bondage, enfin de l'appairage et de la sécurisation. Donc le périphérique va pouvoir dire je voudrais de la sécurité. Et à ce moment-là, le téléphone va lui dire bah, ok, je voudrais faire un appairage avec toi, donc tu arrêteras de dire à tout le monde que tu es là, tu m'appartiendras maintenant, et on va demander à l'utilisateur de confirmer. Donc ça ressemble à une association Bluetooth classique. Là, c'est la capture sur un premier smartphone et puis là sur un téléphone. Donc là, on nous demande de confirmer qu'on veut bien s'associer. À partir de là, il y a un échange de clés secrètes en sécurisé. On fait de la communication AES, donc du symétrique. Et on garde présent à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on a fait de la communication sécurisée que c'est sécurisé. Il y a des vulnérabilités dans l'échange de clés. Donc si vous êtes parano, si vous avez des données sensibles, du genre des capteurs de santé, où vous voulez respecter la vie privée de la personne, ne pas divulguer ces informations, il faut implémenter une autre stratégie de sécurité par-dessus BLE, ne pas faire confiance à la stratégie de base. Voilà, donc notre pot de crème, il n'y a plus qu'à le construire. Approche numéro 1, vous achetez un module qui contient un processeur plus un transmetteur BLE plus du code. Donc là, on a un exemple de chez Silicon Labs. L'avantage, c'est que vous avez un seul composant à souder sur votre pot de crème. Le module est pré-certifié, donc il est certifié qu'il est conforme Bluetooth, qu'il est conforme CE, FCC, ENCO. Les inconvénients, c'est que vous devez mettre votre applicatif dans un module que vous ne maîtrisez pas. Donc vous êtes limité en taille, en puissance. Vous pouvez utiliser ce module après en lui chargeant un soft façon modem. Vous dites, bah, je garde le même module, il est bien,
mais je lui mets dedans un fonctionnel de modem, et ensuite je mets un microprocesseur à côté, un petit microcontrôleur à côté, et je mets mon application à côté. Donc ça, l'avantage, vous maîtrisez votre applicatif, vous gardez le côté pré-certifié du module, mais vous avez plus d'électronique à mettre, et puis ça va consommer plus, puisque vous avez 2 puces. Bon, et après, l'approche 3, c'est celle qui va vous intéresser si vous faites un produit par gros paquet, dans le grand public, avec une perspective d'avoir plein de clients, c'est de concevoir vous-même votre produit complet en prenant un microcontrôleur, un transceiver, et du coup, vous maîtrisez tout jusqu'à la stack BLE et l'antenne. Et accessoirement, vous devez vous palucher vous-même toutes les certifications. Donc établir au Bluetooth spécial NTRS Group et aller dans les laboratoires de test pour vérifier que votre produit est parfaitement autorisé à être mis sur le marché. Alors j'ai pas de chiffres précis en tête parce qu'on n'est allé jamais jusque-là chez nous, mais les gens qui vendent ce genre de composants, et Renesas qui est un gros fabricant d'électronique, dit en gros si on ne fabrique pas 50 000 exemplaires du produit par an, il ne faut pas le faire comme ça, il faut rester sur un module. Donc, pour eux, le point d'équilibre, c'est 50 000 francs. Bon, après, même dans le code, si vous voulez faire ça avec Android, ça existe. Il faut juste savoir, le point important, c'est que c'est de la communication radio. Donc, on ne va pas faire une action et avoir tout de suite la réponse, c'est bon, c'est pas bon. On va faire une action et de manière asynchrone, quelques temps plus tard, les couches en dessous vont dire ok c'est fait ou ah bah désolé on dirait qu'il y a un timeout, ça c'est pas fait. Donc il faut penser programmation asynchrone d'un bout à l'autre. Donc connexion, exploration, tout ça, on manque des choses et puis un peu plus tard la réponse arrive ou elle n'arrive pas. C'est un peu différent de ce qu'on peut faire en programmation séquentielle. Et pour ceux qui voudraient faire du portable Android à iPhone, on a expérimenté un certain nombre de plugins pour Cordova PhoneApp. Donc celui-là, qui s'appelle Cordova Plugin BLE Central, est celui qu'on vous conseille parce qu'on en a jeté beaucoup qui n'étaient pas au niveau. Voilà, donc j'ai débordé de 6 minutes.